voilà, ça va être court aujourd'hui. Je vais juste présenter de manière générique ma recherche et puis peut-être parler de manière plus informelle voilà, par rapport à ce que j'avais préparé. Mon projet de recherche porte sur le design d'interaction et donc actuellement je suis dans un laboratoire avec le professeur Thierry Chaminade qui m'a invité, qui d'ailleurs avait travaillé dans le même laboratoire à une période différente où j'avais travaillé au Japon, qui est un laboratoire de télécommunications, puisque la plupart du temps, la robotique est associée aux télécommunications. Alors, jeudi, je vais principalement parler d'interdisciplinarité pour un peu faire le lien avec vous, pour essayer de faire des ponts et que la discussion soit plus intéressante, pour que je ne sois pas le roboticien de service. En fait, de moins en moins, je parle de robotique. Hein. L'IMERA m'a ramené par la grande porte alors que j'étais en train de sortir par la fenêtre. Désolé. Hein. Voilà. Non, en fait, je suis de moins en moins invité à droite à gauche parce que j'explique principalement qu'il n'y aura pas de robots dans le futur. Alors ça n'intéresse plus du tout les gens. Si on leur dit il n'y a pas de robots, bah mince alors, pourquoi on nous bassine toute la journée à nous parler de robots, de robotique? Lui qui n'a pas de constitution, toi, il y a Voilà. Bon, mais en même temps, il y a déjà des robots dans tout et il y en aura partout. Donc ça, c'est le robot le plus évolué pratiquement qu'on aura dans le futur. Non, mais pourquoi en fait c'est encore intéressant de travailler sur la robotique et en fait, peut-être par rapport au fil de l'histoire de l'humanité, la robotique, c'est une toute petite fenêtre qui a commencé il n'y a pas longtemps et qui va finir dans pas longtemps. Hein, la prochaine tempête électromagnétique, plus rien ne fonctionnera, bien sûr. Et donc, en fait, pendant ce moment-là, et surtout, je parle souvent des 10 précédentes années au Japon, il se passe un moment un peu exceptionnel où en fait on s'intéresse à un support de réflexion qui est l'imitation de l'homme. Au travers des robots, on essaye de reproduire de la complexité et cette complexité, je vous en parlerai jeudi, permet à des gens de disciplines complètement différentes de travailler ensemble. Alors travailler sur la complexité, c'est une chose, mais pour la rendre intéressante, il faut qu'elle ait du merveilleux, il faut qu'elle soit enchanteresse. Et en fait, quand on fait des robots anthropomorphiques, des robots qui essayent de nous ressembler, c'est pour faire des créatures merveilleuses, des créatures enchanteresses. Alors ça a plusieurs... cela pour plusieurs raisons. D'une part, c'est parce que en fait, je suis artiste et pendant la semaine, et roboticien le dimanche, donc je connais les deux milieux. Et en tant qu'enseignant, on a 2 fois plus d'élèves qui vont dans les écoles d'art qu'en médecine, par exemple, dans le monde entier. Hein, ce n'est pas un phénomène propre à l'Occident. J'enseigne au Brésil, on a le même problème. On va avoir dans 15 ans pas assez d'ingénieurs, pas assez de médecins, pas assez de gens qui étudient des sciences dures. C'est curieux, quelqu'un qui est artiste qui parle de ça, mais et au Japon, c'est aussi le même problème. Et vous constaterez que toutes les universités japonaises ont des départements de robotique. Et donc, en fait, la fonction du robot, c'est un peu aussi attirer des étudiants avec du merveilleux. Et moi, j'ai principalement découvert ça au Japon, où on ne travaille pas de la même manière. C'est-à-dire, je vous parle, là, je n'ai pas de diapo, on peut parler de choses de manière abstraite à partir de concepts, et il est très rare qu'au Japon on soit dans cette situation. En fait, la plupart du temps, dans les domaines de recherche, on a besoin d'un émerveillement, c'est-à-dire grâce à la perfection de l'immobile ou la précision du mouvement qu'il y a dans les objets produits par la culture japonaise, il y a cette capacité de créer des plateformes d'enchantement. Alors quand on crée un objet aussi merveilleux qu'un androïde ou une réplique de la complexité humaine, eh bien, ce sont des objets qui permettent à la pensée de rebondir et après de penser différemment, de penser à d'autres choses et de faire avancer ainsi la recherche et la science. Alors, au long des dernières années, je me suis beaucoup servi de ça
et ce qui m'a permis, par ailleurs, de conduire des recherches grâce à des robots dans d'autres domaines que simplement la robotique, l'ingénierie, mais par exemple en anthropologie, je vous montrerai des exemples à ce sujet sur des expérimentations conduites notamment en Inde. Alors, mon sujet que je viens étudier ici avec le laboratoire de neurosciences où travaille M. Chaminade, c'est plus un approfondissement de mon travail. Il se trouve que ce laboratoire travaille avec une plateforme de recherche qui est un petit robot que le CNRS a acheté 30 000 € à la Suède. Or, ce robot, il se trouve que je l'ai inventé il y a 25 ans et que je le produis pour 1 200 €. Donc, quelle ne fut pas ma surprise de voir pour la première fois mon invention produite par une entreprise de 36 employés achetée par la recherche française. Et donc, on va travailler avec cet objet. Donc, bon, moi, j'ai quand même là, c'est plus que de l'enchantement, je suis un peu surpris de la situation. Je suis contre les brevets, je suis contre la propriété. Bon, à mes dépens. Non, mais il y a des manières, tout n'est pas commercialisable, tout n'est pas brevetable, tout n'est pas propriété. Et il se trouve que dans la recherche en robotique, justement, c'est l'un des seuls domaines de recherche où la coopération est internationale grâce à une plateforme de recherche qui a été créée par le professeur Minoru Asada il y a une vingtaine d'années, qui est la RoboCup, qui est en fait les compétitions de robotique, qui sont des plateformes de coopération. Et bon, après qu'une chose soit commercialisée, c'est complètement autre chose. Mais bon, ils conduisent des recherches dans le même champ que le mien, c'est-à-dire sur l'interaction sociale. Et en fait, moi, je travaille en amont de l'interaction sociale. J'appelle ça l'effet de présence. Et ça fait à peu près 15 ans que je m'évertue à essayer d'établir ça comme une discipline. C'est-à-dire qu'en amont de la communication, je considère que la présence n'est pas un phénomène de communication, mais une prédisposition à la communication. Donc, eux, ils étudient au niveau cognitif les relations avec un agent artificiel qui est un robot et un agent humain. Et moi, je l'étudie simplement au travers du comportement social. Et en fait, tout ça, c'est pas pour faire avancer la robotique, c'est pas pour faire avancer les sciences cognitives en rapport avec des dispositifs technologiques. En fait, quand je parle de plateforme d'enchantement, de plateforme de complexité, la vraie finalité pour moi, et je pense, je l'espère, pour les chercheurs en robotique aujourd'hui, puisqu'une grande partie de ces recherches vont quand même aller dans le mur, l'intelligence artificielle n'est pas pour demain. Ce qui est le plus important, c'est que tout ça nous apprend à mieux connaître l'homme. Et moi, je suis dans ce moment où ce qui m'intéresse dans le fait de faire la robotique, c'est d'en apprendre davantage sur l'humain. Voilà. Très bien. Alors là, je vous attends du plein de perches. Alors, je ne sais pas. Juste une oui. question. Et il ne pourrait malheureusement pas être de jeudi, puisqu'il y a le forum franco-allemand de Méditerranée qui s'est à Aix, etc. Mais c'est une question pour le long terme. C'est justement la distinction entre ce qui distingue un robot d'un homme. Comment ça se fait ? Eh bien, je vous invite jeudi à venir à ma présentation. Il y a une créature artificielle et puis il y a une créature organique. Voilà, c'est tout. C'est la créature biologique. Par contre, dans les créatures artificielles, il y a des tas de trucs intéressants, comme les divinités. Et donc, le travail avec la robotique a peut-être plus à voir avec l'étude d'autres types de créatures artificielles que simplement avec les humains. C'est une question qui revient dans le théâtre. Oui, je suis une personne de théâtre. Dans beaucoup de lieux, je me présente comme marionnettiste. Je suis venu à la robotique au travers de la marionnette. Et effectivement, ce que j'amène dans le domaine de la robotique, c'est mes connaissances en dramaturgie. Et sur l'effet de présence, on étudie beaucoup de Tchekhov au Japon, voilà, dans les laboratoires de robotique, je peux vous dire, voilà. On a mis, est-ce que Zaben est l'un des mentors de l'Académie intercontinentale sur l'intelligence artificielle qui va avoir ici. Il y a une petite présentation de lui de quelques lignes, sur son site, où c'est vrai que tu as ces
Ben, c'est-à-dire, je suis dans l'histoire de la marionnette du XXe siècle, c'est-à-dire j'ai créé les premières marionnettes électroniques qui ont été à l'initiative de la création de ce robot qui est utilisé dans le laboratoire ici. Donc voilà, c'est des marionnettes qui figurent dans différentes collections. Voilà, bon, oui. Oui, non, mais c'est-à-dire que quand on fait des robots, les applications vont là-dedans après. Hein. On travaille avec une interface anthropomorphique et en fait, quand vous êtes avec un chatbot, tous les délais, par exemple, les simulations, on les a testés avec une interface. Parce que ça, il y a quand même, pour quelqu'un de mon âge, il y a besoin d'un mode d'emploi pour l'utiliser. Or, un robot anthropomorphique, je n'ai pas besoin de lire un mode d'emploi. Donc, ça facilite déjà comme plateforme de recherche beaucoup. Et après, ce qu'on implémente au niveau d'un robot anthropomorphique, on l'applique dans la robotique, dans tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, il n'y aura pas de robot dans le futur, a priori, parce que c'est très compliqué. Les compagnies d'assurance qui gouvernent le monde ne sont pas forcément toutes prêtes ou d'accord. Mais par contre, il y aura de la robotique dans tout. Voilà.